Bonjour à tous encore. Bonjour à nos panélistes, à tous les membres du club marketing, ceux qui également découvrent le club. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Je pense que c'est bonsoir qui correspond le mieux au temps qu'il fait actuellement. Alors, nous avons pris rendez-vous pour célébrer actuellement la journée mondiale internationale des relations publiques. On m'a fait dire que les relations publiques, ça s'écrivait normalement le public avec CS et non QUES. Voilà, donc je crois que euh, c'est quelque chose qu'il faut préciser, c'est la relation au public. Déjà, on va faire cette rectification. Donc, nous sommes là pour célébrer cette journée avec des leaders qui sont du domaine. On en a choisi parmi les membres du club. Il y a un qui est du club du Togo, il y a un autre qui est du club du Congo, et il y a une qui est dans trois clubs. Je pense qu'elle est dans le club du Bénin, commencer avec le club du Bénin, s'est retrouvée avec le club de la Côte d'Ivoire et aussi récemment le club du Cameroun avec sa position. Alors, ils sont tous présents. C'était au Nigeria, pas forcément dans le pays, d'autres au Rwanda et notre Abidjan avec moi aussi à Abidjan. Alors, donc, je vais exposer le but même de notre présence. On est réunis ici en tant que club marketing. Donc, nous sommes tous membres du club marketing Avis Plus. Avis Plus, c'est le club qui réunit les leaders marketing, directeurs d'agence, professionnels, leaders niveau manager minimum du club du marketing et aussi des passionnés du marketing. On a des DG également qui sont passionnés du marketing. Donc, nous sommes réunis sur cette plateforme-là, cette plateforme qui promet l'excellence dans le milieu du marketing, également surtout qui met le leader en avant, le leader marketing que vous voyez, qui se trouve derrière les grandes marques qui opèrent sur le marché africain, que ce soit des marques locales, que ce soit des marques étrangères, mais qui sont développées, promues par des leaders qui connaissent mieux le marché que quiconque, qui appliquent les techniques classiques du marketing, de standards internationaux, mais vraiment dans un contexte local. Et c'est ces leaders que nous mettons en avant vraiment pour partager leur expérience, leur vision des choses, leur façon de voir, qui parfois peut être très unique et que nous aimons vraiment valoriser à notre niveau pour vraiment mettre en avant ce que nous faisons dans notre région, dans notre sous-région, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et bientôt beaucoup plus dans le monde francophone et plus tard dans le monde anglophone où nous pensons pouvoir faire une connexion, une bonne connexion pour promouvoir le marketing. Vous êtes libre de rejoindre le club si vous avez un niveau minimum manager et que vous êtes vraiment passionné du marketing, vous aimez le marketing, vous voulez en avoir plus. Vous pouvez être membre de ce club-là. Pour les étudiants ou ceux qui ne sont pas managers, nous avons également un club AV Plus Junior où ils peuvent intégrer, participer à des activités, également avoir la chance, qu'ils soient managers ou superviseurs ou étudiants, avoir la chance de prendre également le programme qu'on appelle le programme PMC AV+, qui est un programme de certification des leaders marketing, des futurs leaders marketing, par les membres du club marketing. Nous avons beaucoup de leaders aujourd'hui qui ont décidé, qui sont prêts à partager leurs connaissances au sein de ce programme de certification qui s'appelle le PMC AV+. Vous pouvez retrouver ce programme sur nos différentes plateformes, euh, sur LinkedIn, sur Facebook. Si vous faites des recherches sur PMC AV+, ou bien professionnel marketing certifié par AV+, vous avez les détails et les numéros qu'il faut pour pouvoir contacter l'équipe qui s'occupera de vous embarquer dans ce processus de certification. Alors, ce n'est pas forcément le but de cette soirée. Nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'ai déjà planté le décor pour dire qu'on célèbre en réalité la journée du PR. Donc, en français, relations publiques. Qui mieux que
ceux-là qui le font tous les jours peuvent nous parler de ça. Ils sont de différentes régions, ils sont de différentes entreprises, grandes entreprises, surtout des agences. On a deux agences qui sont ici. Une agence qui est spécialisée PR. Tout à l'heure, elle va se présenter son agence en détail. Également, une agence qui est beaucoup plus, je dirais, 360 degrés, mais qui a un expert PR qui va nous parler également, euh, qui prendra la parole. Et là aussi, nous avons une grande entreprise qui est dans les médias et qui est dans le domaine presque tous les jours. Un expert, euh, en l'occurrence Léger, qui nous parlera également de son entreprise et de ce que lui-même il fait. Alors, donc, je vais laisser la parole à ces leaders-là. On va commencer par Olga, mais avant, je vais donner quelques règles. Tout à l'heure, ils vont se présenter et après la présentation, euh, on va leur poser des questions. Je vais leur poser des questions, ils vont répondre. Euh, vous pouvez lever la main à la fin de leur présentation pour des questions. Donc, notez vos questions. Vous aurez la parole à la fin de leurs interventions pour pouvoir soit partager euh, des, des aspects qu'ils n'auraient pas abordés, ou bien poser des questions pour pouvoir mieux comprendre certains aspects qu'ils vont aborder. Donc, gardez vos questions, notez-les quelque part et je pense qu'on aura un bon moment. Donc, je vais lancer le débat et je donne la parole à Olga, honneur aux femmes, et à la multinationale du club marketing qui est au Cameroun, à la fois au Bénin et en Côte d'Ivoire, dans ces trois clubs. Donc, tu as la parole, là, Olga. Super, merci beaucoup, Odilon. Je pense qu'il faut déjà qu'on te remercie déjà pour tout l'énorme travail que tu as à réunir tout ce beau monde, permettre d'avoir une plateforme d'expression. C'est assez unique, une plateforme d'échange, de possibilités de benchmark et d'informations. Donc déjà, merci pour le superbe travail. Donc, je me présente, je suis Olga Kandina. Je suis la directrice de Concerto, qui est un cabinet d'affaires publiques basé, enfin un cabinet parisien à la base, qui a été créé en 2016. Et donc, je dirige la filiale Afrique, on va dire Afrique de l'Ouest, un peu d'Est et de Centrale maintenant. On a des bureaux en Nairobi, à Abidjan, à Dubaï, à Cape Town et le headquarter, c'est à Paris. Juste pour grosso modo, en termes de métier, on est autour de trois grands métiers. On fait de l'intelligence économique, on fait de la communication stratégique et on fait de la diplomatie privée. Donc, j'aurai peut-être le temps pendant la discussion d'aborder les trois grands différents secteurs sur lesquels on se balade. On se considère vraiment comme un cabinet qui est au carrefour du politique et du privé. Donc, notre idée, c'est vraiment d'interagir entre le politique et le privé, sachant que que ces deux secteurs qui sont reliés, l'un a besoin de l'autre. Donc, nous, on est vraiment au milieu et on fait le pont entre les deux. En termes de typologie de clients chez nous, on va retrouver beaucoup de politiques, d'institutions, du secteur privé. C'est très divers et je pense que c'est ce qui fait la particularité et ce qui est intéressant. Ça va du fonds d'investissement à la banque, à l'assurance, à la logistique, à de l'agro-industrie. Donc, juste pour mon petit parcours, donc j'ai eu un parcours assez marqué communication, quoique ayant fait un master en relations publiques. Donc, j'ai fait des multinationales comme MTN. J'ai eu à travailler chez Ogilvy et j'ai travaillé à la BAD, qui est la Banque africaine de développement. Donc, voilà, grosso modo, en ramasser mon parcours et la boîte pour laquelle je travaille. Merci. Merci, Olga, pour cette présentation qui est assez brève. Je vais donner la parole maintenant Ah, à... je dois être plus longue ou bien c'est bon? Je disais assez brève parce que je me disais que, bon, si tu devais tout déballer, on en a jusqu'à demain. Voilà. Je te dis merci alors pour avoir rendu ça assez bref. Alors, donc, on Merci. passe à Léger. Léger, tu nous parles de toi.
Ok, ben, en tout cas, bonsoir à tous et à toutes. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie. J'espère que vous m'écoutez très bien, que je suis sur ce panel et que, voilà, encore merci à Odilon parce que je pense qu'au travers de tout ce qu'il fait, comme le disait précédemment déjà Dina, c'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Moi, j'ai essayé avant et j'ai pas réussi pour toujours le gouverner nos pays, rien que les réunir, mais lui-même à l'extérieur, il a réussi à réunir un beau monde que moi, j'avais pas pu en étant sur place. Alors, je suis donc reconnaissant vraiment pour ce gros travail fait derrière. Et alors, parlant donc de mon parcours, bon, moi j'ai un parcours très atypique également, très atypique parce que voilà, je commence dans les télécommunications, ça doit être aux alentours de 2006, donc je commence au Customer Services, donc service client de Celtel à l'époque, qui est par la suite, je fais toutes les transitions que vous connaissez, Celtel, Zen et puis Airtel. Donc ça, c'est mon parcours et principalement dans le domaine du service client. Et après, donc je veux donner une autre direction à ma carrière. Donc je quitte Airtel à l'époque et je me rends donc dans une entreprise brassicole où ben, je fais du trade marketing. Je suis trade marketing manager, je suis channel manager et là vraiment je vais dans le côté un peu plus trade marketing. Et ma passion finalement pour le marketing pur et dur et les marques me rattrape parce que finalement je deviens le brand manager pour Coca-Cola pendant plusieurs années sur le Congo. Et bon, je voulais un peu changer de direction et donc j'arrive comme ça chez le groupe Canal+, donc, et je deviens comme le directeur dans communication pour Canal+ Congo d'abord. Et ensuite, Canal plus Éthiopie, parce qu'on lançait une nouvelle filiale et donc on avait besoin de personnes assez, on va dire, comme eux-mêmes ils avaient dit à l'époque, costauds sur le poste, parce que c'était un marché très atypique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. L'Éthiopie, un marché très atypique. Et après quelques années, bon, j'ai voulu revenir dans le marketing, dans l'analyse et voilà, dans la proposition de valeur et tout. Et donc, je suis revenu là au niveau du Rwanda, Burundi. Donc, sur ces deux pays, je m'occupe du marketing pour Canal+. Donc, voilà, l'une de mes passions vraiment a tourné tout autour de ça, service client, trade marketing, marketing et gestion de marque. Voilà. Merci beaucoup, Léger. Merci à toi pour cette brève présentation également. Alors, donc, je vais demander à Toba de faire plus bref parce que je sais de quoi il va parler. D'accord, ok. Je crois que comme je dois faire bref, je ne vais pas revenir sur les remerciements à Odilon pour ce travail magnifique. Alors, L'abondance ne nuit pas. Tu peux lui dire merci encore. d'accord, ok, bon, merci Odilon. Alors, Toba Tanama, je vais commencer par ce que je fais aujourd'hui avant d'arriver un peu à mon passé. Je suis le directeur de l'agence AG Partners au Togo, qui appartient à un réseau d'agences conseils en communication, comme l'a dit Odilon, 360 degrés dans 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre francophone. Aujourd'hui, branche de Publicis Afrique. Bon, disons, c'est nous qui sommes le Publicis Afrique aujourd'hui. Euh, mais en commençant en tant que directeur AG Partners Togo, ce que j'ai fondé, c'est la filiale, c'est moi qui l'ai créée en 2007, en venant du Bénin, par lequel j'étais passé en tant que responsable à la fois médias et clients, avant de devenir le directeur d'agence du Bénin et venir ouvrir la filiale du Togo, euh, que j'ai géré jusqu'en 2016 avant de faire une incursion dans le monde un peu politique en tant que directeur de l'information et de la communication de la présidence de la République togolaise, donc de 2016 à 2020. Et je suis revenu à mes anciennes amours à l'agence en 2022. Et AG Partners, comme vous le savez, comme l'a dit Odilon, c'est une agence de façon trop intégrée d'ailleurs à la base, mais avec 30 années d'expérience, a réussi à créer un département ou bien à faire un focus sur les relations publiques parce que, comme on va le voir sûrement tout à l'heure, les relations publiques se nourrissent beaucoup d'histoire.
beaucoup d'histoire et d'expérience et de relationnel. Donc, voilà. En plus de ça, ça fait quelques jours, bien quelques semaines, je suis devenu le conseiller en communication de la présidente du Parlement de la CEDEAO. Donc, voilà pourquoi est-ce que je ne suis pas au pays actuellement. Bon, je vais m'en arrêter là pour que la suite des débats, des discussions puisse nous révéler davantage. Tu as eu une relation publique, tu as également eu une relation présidentielle, là. Voilà. Super, merci beaucoup, Toba. Merci à nos chers panélistes. Vraiment, beaucoup d'expérience que je pense que vous allez partager avec nous autres qui voulons vous écouter. Nous avons envie vraiment de vous écouter. Et je vais commencer d'abord simplement donc, par demander à Olga de nous dire, par exemple, c'est quoi réellement la relation publique. On va juste commencer par cette base pour peut-être ceux qui ont du mal à percevoir certaines subtilités par rapport à nos disciplines. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement de ça avant de commencer vraiment sur les questions que j'avais préparées pour vous? C'est une grande question, là. C'est une grande et super large question. On va dire les relations publiques, comment on pourrait définir ça? C'est comment, en fait, on interagit avec chaque stakeholder, chaque partie prenante, et comment est-ce qu'on se positionne auprès d'eux, comment est-ce qu'on les influence. Donc, si on veut aller sur la base d'un comparatif avec le marketing ou de la publicité, ici, en gros, il ne s'agit pas de... Il s'agit toujours de vendre à la fin de la journée, mais pas directement un produit. Il ne s'agirait pas de faire de l'achat média, mais plus d'influencer sur du positionnement. Donc, je pourrais définir ça comme influencer un positionnement auprès de différentes parties prenantes en se servant de différents leviers. Et les leviers sont divers. Ils vont de la relation presse à de l'événementiel, au digital, à du thought leadership, du partenariat stratégique. Donc voilà comment je pourrais résumer ça. Merci beaucoup, Olga. Merci. Merci pour Je vais complètement. continuer avec toi rapidement. Le thème, en réalité, quand tu vois, tu as certaines inquiétudes, ça pose une certaine inquiétude. Ça parle de l'avenir. Quand on parle souvent d'avenir, on parle de quelque chose qui est incertain. Okay? Alors, le contexte actuel du monde, c'est vraiment la technologie. Et on parle beaucoup actuellement d'intelligence artificielle. Ouais. C'est dans tout ce que nous faisons. Et je pense que les relations publiques ne sont pas épargnées. On parle également de réalité augmentée et tout. Moi, j'ai une question pour toi en termes d'impact des nouvelles technologies. Je dirais plus nouvelles, des technologies et surtout de l'IA sur l'intelligence artificielle. Comment les avancées telles que l'intelligence artificielle et la réalité augmentée transforment-elles les pratiques des relations publiques actuellement selon toi? Alors, si on prend le cas de l'intelligence artificielle précisément, il y a une grosse influence parce que, bon, donc, je disais tout à l'heure que dans de l'intelligence, enfin, que dans les relations publiques, on a une partie relations presse. Donc, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de rédaction de notes, il y a beaucoup de communiqués de presse, il y a des dossiers de presse. Aujourd'hui, justement, on a la capacité avec l'IA de pouvoir produire, en fait, l'IA a la capacité de vous sortir des communiqués de presse, des notes stratégiques, des dossiers de presse. L'IA peut même sortir un plan de relations presse, finalement, si le prompt est exact. Aujourd'hui, il existe des logiciels pour générer tout ce qui est communiqué de presse, ce qui est élément de langage, ce qui est même liste de journalistes. Donc, aujourd'hui, il lance clairement la partie relations publiques sur la partie éditoriale. Après, vu que l'IA a une capacité de créer des conversations, par exemple, si on regarde sur les parties influence, il y a une capacité, si on veut influencer une pensée ou bien un objectif précis, aujourd'hui, a la capacité de pouvoir créer du contenu vidéo, du contenu, des conversations qui ne sont pas réelles et pouvoir les exploiter pour influencer l'opinion ou influencer des parties prenantes et les amener
vers là où on veut aller. Donc, il y a en effet un côté qui peut être utile, il y a un côté très utile de l'IA. Après, il faut éviter de pêcher par défaut. Il faut éviter de l'utiliser comme un élément essentiel, mais plus comme un outil complémentaire. Donc après, il y a l'IA qui va être, je parle aussi pour le digital, sachant que le digital fait partie aussi de tout ce qui est relations publiques. Donc en termes de création de contenu, aujourd'hui, l'IA a la capacité de pouvoir créer une vidéo, du contenu animé avec un personnage réel, enfin un personnage, une personnalité publique. Il y a même des capacités de repliquer la voix de la personne. Donc, on arrive à des sujets quand même assez importants sur de l'influence quand on regarde sur des conflits qui peuvent être politiques, sur du RP politique, la capacité à pouvoir influencer peut être très, très forte. Donc, voilà aujourd'hui les points que l'IA, en tout cas, commence à influer et commence à impacter la dynamique des relations publiques aujourd'hui. Ah, super. J'imagine que ça doit demander des nouveaux outils. Je me rappelle il y a un an, je faisais une formation à des professionnels de com d'une institution publique ici en Côte d'Ivoire. Et il y a l'un d'eux qui était tellement émerveillé quand je lui ai fait découvrir l'un des outils. L'outil qui venait de sortir, que tout le monde connaît déjà. Il était très émerveillé parce que le discours de ses patrons et tout, il voit qu'il pouvait déjà maintenant générer ses discours. Donc, parle-nous un peu de ces nouveaux outils que je parle toujours à Olga, qu'on peut utiliser, que les professeurs qui sont à disposition actuellement, des professionnels de la relation publique, hein, dans le sens de Et je l'utilisation de pense ces qu'il y a outils. le classique que tout le monde connaît, donc il y a Chat GPT. Après, il y en a d'autres, hein. Tu as Gemini, tu as Jasper, tu as Pulse qui aide à faire des communiqués. Mais je pense que c'est très important de set up le contexte. La limite de l'IA aujourd'hui, c'est que l'IA se base sur des données. Donc, l'IA aujourd'hui n'a pas le contexte. Si en fait il n'y a pas de données ou les données sont erronées, le résultat de votre communiqué de presse, c'est que vous aurez des données vous aurez un communiqué de presse qui est erroné. Donc, je pense que l'être humain a sa place pour relire et poser le contexte. Donc, quel que soit l'outil, après, il y a des outils qui servent pour les bons. Et là, je pense que c'est le bonheur des stagiaires du moment. Il y a des outils qui aident à faire des retombées presse, sachant qu'avant, on le faisait de façon très manuelle. Donc, il y a des outils qu'on peut utiliser. Mais une fois de plus, la limite de l'IA, c'est déjà, par exemple, qui ne comprend pas toutes les langues. Je veux dire, si on met de l'argot local, il ne le comprendra pas. Il y a des langues qu'il ne comprend pas encore. Donc, je pense qu'il est très important pour toute entité, même nous au cabinet, on a un manuel d'utilisation de l'IA dans toutes nos missions. Donc, il est important que les entreprises, que les entités puissent en fait contrôler l'utilisation de l'IA par à leurs collaborateurs. Il faut qu'ils sachent qu'il y a une limite parce qu'à la fin de la journée, même donc, il y a Gemini qui est assez intéressant parce que c'est l'IA de Google. Donc, du coup, vu que c'est relié à Google, qui est un moteur de recherche, c'est forcément très performant, mais à la fin de la journée, ça reste des données. Et les données peuvent manquer de contexte, les données peuvent ne pas être réelles. Donc, il faut relire et être sûr que le contexte y est et que les données sont correctes. Donc, je pourrais faire un petit listing. Après, j'ai un peu listé. Donc, il y a Pulse, il y a Jasper, Gemali, il y a Grammarly qui est très intéressant pour les communiqués de presse. Après, je pense que les outils qu'on utilise actuellement, comme Scission, par exemple, qui est utilisé pour repérer tout ce qui est journaliste, ils vont implémenter de l'IA et ça va être beaucoup plus effectif. Il y a des outils comme Brainwash, comme Talkwalker,
que je pense que tout le monde connaît, qui vont intégrer aussi de l'IA et vont être beaucoup plus performants. Moi, je m'appuierais sur ce type de logiciel qu'on connaît déjà, qu'on sait utiliser et qui vont être plus performants. Pareil pour des logiciels comme Canva, qui aujourd'hui associe directement de l'IA aussi. Donc voilà un peu quelques Quelques outils. logiciels, on Merci va beaucoup, dire, Olga. qu'on Et, utilise. merci, Olga. Je vais passer la parole maintenant à Léger avec une question sur l'évolution des plateformes des médias. Donc, tu es dans les médias, tu atterris dans les médias finalement encore. Donc, comment les changements dans dans les plateformes des médias sociaux influencent-ils les stratégies de relations publiques? Bah, je pense déjà qu'il est important pour dire que les stratégies doivent s'adapter en fait aux fonctionnalités de tout ce que Olga vient de parler. Et ça, c'est très important. Et donc, toutes ces plateformes qui sont aujourd'hui disponibles pour communiquer dessus devraient être utilisées à bon escient. Parce que on se rend compte que, notamment avec aujourd'hui l'IA et tout, il y a beaucoup de biais. Et ça, il y a une fameuse histoire très courante qu'on raconte de ce juriste qui a utilisé l'AI pour faire une plaidoirie et qui s'est mis à citer des articles qui n'existaient pas. Vous voyez? Sa plaidoirie était totalement correcte, mais malheureusement, il a cité des articles et tout le monde semblait être convaincu et finalement, donc, comment, en fait, aujourd'hui, ça change? Il faut faire hyper attention parce qu'on a tendance à tout automatiser aujourd'hui et on peut se rendre compte que finalement, on a mis en ligne ou on a envoyé des données qui sont peut-être biaisées. Donc, aujourd'hui, les plateformes commencent à influencer. Bien sûr, l'AI influence grandement, grandement, mais nous devons faire exactement. Moi, c'est surtout sur ce point que je m'appesantis quand je travaille avec mes équipes. C'est vraiment sur le point attention, attention, l'humain doit rester au centre. Parce qu'aujourd'hui, on veut aller vite, et ça, c'est très utile d'aller vite, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas comprendre rapidité, précipitation. Et donc, aujourd'hui, quand nous voyons par exemple les réalités augmentées qui nous permettent de communiquer avec voilà, les consommateurs en créant des expériences qui sont dites immersives, cela peut aider donc à renforcer en fait la notoriété de la marque. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, les plateformes qu'on utilise, je vais prendre un exemple pratique. Hein. Aujourd'hui, dans certains pays, je vais prendre un exemple pratique, celui de l'Éthiopie par exemple, vous pouvez venir et vous dites, OK, moi, je vais me mettre sur Facebook. Ils ont plein d'utilisateurs, mais l'utilisation de Facebook n'équivaut pas à l'utilisation, par exemple, d'un Telegram. Moi, j'étais surpris d'arriver en Éthiopie. Je me disais, voilà, je vais créer des groupes WhatsApp pour mes journalistes et tout ça, mais tu les cherches sur WhatsApp, ils n'utilisent quasiment pas WhatsApp. Ils sont tous sur Telegram. Donc ça, c'est par exemple des informations que nous devons avoir sur le terrain, prendre vraiment, et ça, malheureusement, des fois, l'AI ne va pas te donner cette réponse. C'est vraiment l'insight marché qu'il faut adapter maintenant et savoir que, OK, si je veux avoir mon pool de journalistes pour communiquer, il faudrait que j'aille dans le sens vraiment de ce qu'ils utilisent déjà, qui facilite en fait leur quotidien. Donc les plateformes sont nombreuses, mais il faudrait les adapter en fonction du marché sur le marché que nous souhaitons adresser. Et ici, il faut adresser chaque marché de manière spécifique en fonction, et finalement, donc le conseil vraiment que je peux donner, c'est quand on doit utiliser une plateforme média, il faut prendre tout le contexte culturel, il faut prendre le contexte du pays, des habitudes d'utilisation, des habitudes de consommation de différentes plateformes et s'adapter. Ne pas partir du fait que globalement, ça fonctionne ailleurs, que sur ce territoire, ça fonctionnera forcément. On peut être grandement surpris, malheureusement. D'accord, super. Je pense que ça revient à ce que Olga aussi a dit. L'IA se nourrit de données. Ces outils se nourrissent de données. Il faut contextualiser avec des données, lui donner des données qui sont vraiment réelles. Sinon, comme tu as dit, pour les cas du juriste, l'IA va inventer. Et là, on sera dans de gros problèmes. Je vais quand même adresser la parole maintenant à
Toba, qui gère la réputation des grandes organisations et de grandes personnalités. Quel est l'impact des plateformes des médias sociaux sur la gestion de la réputation et la communication des organisations? Avant peut-être de développer cette partie, je voudrais juste insister un peu parce que c'est assez important sur ce que mes deux collègues viennent de dire, surtout sur le côté, la partie humaine de l'usage de tout ce qui est IA et tout ce qui est plateforme. C'est vrai que ces nouveaux outils nous permettent d'avoir, dans un premier temps, un gain de temps parce que ce qu'on devait prendre peut-être toute une journée ou bien 2 jours, 3 jours pour chercher en termes de contenu, en termes d'information, aujourd'hui, avec ces nouveaux outils, avec un seul clic ou bien un seul intrant ou une seule question, on est capable d'obtenir un certain nombre d'éléments et de contenus. Donc ça, il y a un vrai gain de temps. Il y a aussi, c'est vrai, toute la précision qui peut accompagner ce que nous recevons ou ce que nous pouvons obtenir de l'IA. Mais c'est justement à ce niveau qu'il faut faire extrêmement attention. Tout à l'heure, Léger parlait des articles, par exemple, que l'IA a dû générer pour notre cher ami avocat. Mais du fait qu'il n'a pas pris le temps de contextualiser la proposition de l'outil, il n'a pas su qu'il y avait des choses qu'il fallait corriger ou adapter. Lorsque vous interrogez souvent ces genres d'outils de l'IA et que vous le poussez un peu jusqu'au bout, par exemple, vous demandez, je suppose, un discours ou bien un posting ou bien un élément de langage dans un secteur précis, quand vous commencez par le pousser jusqu'au bout en me disant, par exemple, que je veux un peu plus de chiffres, par exemple, parce que euh, c'est vous qui donnez les intrants nécessaires pour obtenir ce qu'il vous faut. L'IA ne vous donne pas du pain béni tout de suite. C'est au fur et à mesure, vous devez avoir la capacité d'affiner votre demande, d'affiner votre recherche et d'affiner l'expression même de ce que vous voulez. Et ça, on ne peut pas affiner sa propre demande si on ne connaît pas son contexte, si on ne connaît pas les traditions, si on ne connaît pas les codes et si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'était un élément assez important sur lesquels je voulais revenir avant d'aborder peut-être l'impact des plateformes médias que nous avons aujourd'hui et qui, comme vous l'avez dit, nous permettent de gérer la réputation de certains nombres de personnalités ou de certaines marques. Étant entendu que tous les éléments que nous utilisons participent de près ou de loin à la réputation de quelque chose. Soit c'est de la marque ou bien soit c'est d'une personnalité. Lorsque vous conseillez une personnalité, qu'elle soit politique ou pas, naturellement, vous cherchez à le drainer vers un certain nombre de canaux, que ce soit de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire tous les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Vous avez le LinkedIn, vous avez le Twitter, etc. Mais toutes ces plateformes, par exemple, aujourd'hui, fonctionnent avec des algorithmes et qui essayent de comprendre le mode de fonctionnement aujourd'hui de telle cible ou de telle catégorie de personnes ou de managers. Donc, sauf que au fur et à mesure, ces algorithmes sont affinés et vous devez être capable de pouvoir entrer dans ce schéma pour pouvoir proposer quelque chose, comme disent les Anglais, qui fit à la personne pour laquelle vous travaillez. Vous avez beau être très régulier sur une plateforme média, si vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas trouvé le moyen de trouver les mots-clés, les éléments nécessaires pour pouvoir générer du bon contenu, vous allez publier énormément et tous les jours, mais l'engagement par rapport à vos publications ne donnera absolument rien du tout. Tout à l'heure, on parlait de plateformes médias auxquelles on peut envoyer des communiqués de presse. Au-delà d'envoi de communiqués de presse, le taux de reprise souvent de ce genre de communiqués de presse qu'on envoie de façon systématique et automatique, si on n'a pas développé soi-même en tant qu'être humain, en tant que
responsable média, en tant que manager, en tant que quelqu'un qui s'occupe de relations publiques et presse, si on n'a pas développé des relations humaines, j'insiste là-dessus, on n'a pas développé des rapports humains avec un certain nombre de médias, de journalistes ou de canaux, vous avez beau utiliser l'intelligence artificielle, les plateformes médias pour publier et diffuser des communiqués automatiques, le niveau de retombée presque vous aurez sera totalement nul. Parce que on voit juste derrière une machine ou un mécanisme qui permet de diffuser un communiqué. Mais votre propre travail au jour le jour, les relations que vous développez avec des journalistes, des médias, quand vous voyagez, vous allez dans un pays, vous prenez le temps d'aller rendre visite à des rédactions, de passer un coup de fil à un directeur de publication. Quand vous avez un événement dans votre pays, comment vous les rencontrez, comment vous les invitez, comment vous les traitez. Tous ces éléments, ce que vous leur donnez en retour en termes d'information, de scoop ou tout ce que vous voulez, c'est ça qui va venir contribuer efficacement à l'efficacité des retombées que vous aurez le jour où vous enverrez juste un communiqué qui a été généré par l'IA. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci Toba. Merci Toba. L'un des éléments que les consommateurs recherchent de plus en plus, je pense depuis même Covid, c'est beaucoup de transparence et d'engagement. Ça, c'est auprès des marques, auprès des organisations, auprès des institutions. Alors, dans le camp des professionnels de relations publiques, ma question va s'adresser à Léger. Comment ça s'applique? Comment on arrive à intégrer ces aspects qui sont importants qui sont en réalité des attentes pour les consommateurs? J'ai eu une petite coupure, j'ai pas bien saisi ta première partie. Désolé. La première partie parlait de l'attente qui évolue vers la transparence et l'engagement. Donc, l'attente des consommateurs de nos régions. Et ça, depuis même Covid, on a commencé à voir ces attentes s'accroître. Donc, pour les professionnels du RP, de relations publiques, comment on arrive à intégrer ces attentes-là des consommateurs? Ok. Alors, premièrement, moi, moi, je suis beaucoup dans des marques qui ont fait dans le divertissement. C'est un peu moins sérieux que tout ce qui est très politique. Et ça, il faut en tenir compte, effectivement, comme je le disais, de la cible. Je disais toujours à mes équipes, par exemple, sur ces attentes, que personne réellement ne se lève un matin pour aller sur une plateforme de marque, que ce soit Canal ou, je sais pas, autre marque, pour aller chercher de l'info. Généralement, je vais d'abord sur les réseaux sociaux, si je prends le cas des réseaux sociaux, pour me divertir. Mais comment est-ce que finalement, nous, en tant que marque, on arrive à s'imposer ou à s'incruster dans cette attente de divertissement sans pour autant être totalement pushy sur notre marque absolument. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un élément capital et je le répétais tout le temps à mes équipes digitales parce que je voyais, on postait souvent beaucoup de contenu, suivez aujourd'hui à 20h ceci ou cela. Je veux dire, personne en fait ne va sur les réseaux sociaux pour aller chercher ça, ce genre d'infos. Vous voyez? Je leur ai dit, et moi au Congo, je me souviens, j'ai créé par exemple un personnage qui est devenu mythique sur notre page, que j'ai appelé comme ça amicalement Vieux Tété. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui avait toutes les infos de la vie courante, mais aussi sur Canal. Donc on arrivait comme ça à intégrer leurs besoins de divertissement, mais tout en faisant passer nos messages. Par exemple, ce vieux-là, il pouvait se lever le matin et il sortait, il était en train de laver ses vêtements dans la rue, comme certains le font, et il jetait son eau dans des petites vidéos capsules, mais à la fin, il disait, ah, moi, je nettoie vite ma maison parce que ce soir, je vais suivre mon match sur Canal+. C'est subtilement, effectivement, que vous pouvez entrer dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, malheureusement, dans le cadre surtout de nos marques, après, je laisserai mes collègues, ils ont des aspects parfois très sérieux où on ne peut pas jouer comme ça. Mais c'est très important de pouvoir comprendre, évidemment, le contexte. Les attentes des consommateurs, c'est je vais sur une plateforme d'abord pour me divertir. Je n'achète pas, comme les gens le disent, je n'achète pas mes datas pour aller voir ce que Canal+ ou une autre marque a placé. J'achète mes datas d'abord pour mon plaisir. Maintenant, comment est-ce que mon plaisir et finalement le désir de Canal+ de communiquer s'imbriquent? Et c'est là où nous devons être subtils dans la manière de communiquer et qu'en soit, comme disait tout à l'heure Toba, c'est d'être humain en fait.
voyez? Souvent, en tant que marque, on a tellement déshumanisé notre communication qu'on se retrouve finalement à comme parler comme des robots, quoi. Et finalement, ben, les gens ne se retrouvent pas dans cette communication, dans ces relations que l'on doit créer. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Si je dois me résumer, c'est vraiment contextualiser au maximum, avoir le maximum d'insight de la population, de ce qu'ils attendent, et ensuite trouver des moyens subtils pour placer son produit, mais dans un environnement qui sied à la cible locale. Si c'est un politique, ben, il faudra trouver comment ben, il s'adressera à une certaine catégorie avec un certain langage qui ne sera pas un langage, qui peut être un langage différent d'une autre cible. Donc, d'une cible à une autre, on peut adopter une posture relationnelle qui soit complètement différente. Voilà. Super, super. En allant dans ton sens, oui, Olga? Compléter un peu ce que Léger a dit parce que j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et comme je dis à beaucoup de clients, enfin, aujourd'hui, on refuse même des clients où on dit aux clients, vous n'êtes pas prêt si vous n'avez pas de proof point. Donc, quel que soit le sujet, hein, donc ça peut être une banque, une assurance, un fonds. Si en fait, il n'a pas de proof point pour communiquer à ses clients, ou bien, enfin, à ses clients, à ses stakeholders, à ses parties prenantes, en fait, sa campagne sera, la campagne elle sera vide. Il y aura le positionnement ne fonctionne réellement que quand il y a des proof points. Donc, il faut privilégier le fond vs la forme. Et je pense que c'est tout le travail du RP, c'est de pouvoir d'un sujet créer du fond. Donc, si aujourd'hui, j'ai une dame qui vient me dire qu'elle veut organiser un événement sur vraiment un truc très, très basique, sur une conférence sur du leadership au féminin. Donc, c'est au RP de trouver, en fait, quelle est l'angle qui va intéresser les médias, quel est l'angle qui va intéresser des panélistes, des speakers, donc trouver sur du fond, du contexte, quand on regarde tout ce qui se passe de nos jours, pourquoi le leadership au féminin est important, pourquoi la place de la femme est importante. Donc, quel que soit en fait le domaine ou l'industrie, c'est important de regarder le contexte et d'avoir ces proof points pour réellement éviter en fait la partie publicité. Parce que comme Léger disait, les gens, en fait, votre produit, ils savent que vous voulez le vendre. Mais en fait, qu'est-ce qu'eux, ils ont à gagner? Ils savent, un politicien, on sait qu'il veut devenir maire, qu'il veut devenir député. Mais derrière, quel est l'impact qu'il apporte? C'est cet impact, ces proof points-là, qui vont créer sa crédibilité, sa notoriété et faire de lui un leader d'opinion. Donc, il faut vraiment aller sur les proof points, résumé. D'accord, merci, merci, Olga. J'ai une inquiétude par rapport aux tendances, surtout des populations, parce que parfois ces tendances vont dans le sens contraire à l'éthique. Ça peut arriver. Et en voulant s'adapter, parfois le vêtement qu'on porte, comme tu l'appelles, la forme peut s'adapter un peu à la tendance, de devoir vouloir s'adapter à la tendance. Dans ce cas, qu'est-ce que les entreprises doivent faire? Également, en termes de responsabilité sociétale, parce que on sait tous que toutes les tendances ne sont pas pour vraiment améliorer la vie commune, les tendances de la population, les tendances qui sont pour la destruction des comportements qu'on peut avoir et qui ne sont pas vraiment responsables. Comment les entreprises dans cela peuvent, avec la relation publique, s'adapter et mieux s'adapter tout en gardant le côté éthique et le côté responsabilité sociétale? Olga. Comment, ouais. En fait, j'ai envie Très bonne question. Non, mais en fait, une fois de plus, hein, ça retrace vraiment ce que je viens de t'expliquer. Si on prend, je pense qu'il faut aller sur des exemples un peu concrets. Par exemple, je ne peux pas donner de nom de client, mais je vais essayer de donner, prenons un cas pratique d'une entreprise qui est censée peut-être avoir tout ce qui est zone franche. Ils doivent construire une zone franche, par exemple, et ils doivent, bon, prenons une entreprise qui doit construire une usine. Disons, il y a une usine d'anacarde
qui doit être faite. Et dans la construction de cette usine, on va être obligé de débarrasser les personnes, de déplacer les personnes, par exemple. Donc aujourd'hui, derrière la création de l'usine, il y a fondé, il y a le développement de la filière, il y a tous les métiers que ça va créer, il y a tous les emplois, il y a le développement économique, mais derrière, il y a des personnes qu'on va aussi déplacer. Donc, il y a des personnes qui sont lésées. Est-ce que ça marche est-ce que le cas pratique fonctionne dans ce que tu veux dire, Oui, parfaitement. Je crois Dylan? que ça, il y a la Ça va? responsabilité de l'entreprise qui veut s'installer et tout. Et même la décision gouvernementale, par exemple, dans certains cas de s'implanter là, oui, je pense que le cas s'adapte très bien. Très bien. Donc, dans ce genre de cas pratique, il faut avoir des process. Donc, il y a un process. Donc, on va par exemple dire, on va faire la cartographie, on va faire une cartographie. On va savoir à qui est-ce qu'on doit parler dans cette communauté, à qui on va s'adresser dans la communauté, ou quel est le partenaire externe. Et ça fait partie de la cartographie. Donc, quel est le partenaire externe qu'on doit toucher? Qui peut s'adresser à cette communauté-là pour faciliter la chose? Quels sont les process? Donc, il y a toute une cartographie à faire, il y a un plan d'engagement avec ces parties prenantes à faire. Donc, il y a vraiment le processus. Il faut que le processus de communication, de relations publiques soit suivi de bout en bout pour qu'à la fin de la journée, que ce soit les populations elles-mêmes qui viennent dire que finalement, on est satisfaite qu'on ait participé au développement économique de notre pays. Parce que du coup, on est déplacé, mais on sait que c'est pour une bonne cause et on est relogé correctement. Donc là, il y a un objectif. Là, le temps continue à être positif. Mais il faut vraiment que le process soit en même temps suivi par le gouvernement et par l'entreprise elle-même. Donc, voilà un cas pratique où on finit par... mais si le process est mal suivi, on l'a vu plusieurs fois, hein, je veux dire, dans plein de pays, autant au Togo, Bénin, au Cameroun, où il y a des personnes qui se plaignent qu'ils ont été déplacés parce qu'on veut construire des hôtels, des usines. Mais je pense qu'avec, même pas que je pense, avec des plans de stakeholder management, c'est quelque chose qui se gère très bien. J'ai envie de dire Et que derrière, l'avenir bien du... sûr, il y a des relations sociales à gérer D'accord. aussi, bien sûr. J'ai envie de dire que l'avenir de l'ERP est compliqué, hein, parce que il y a tellement de choses. On a observé, tu sais, les consommateurs évoluent, surtout la nouvelle génération. On a la génération alpha qui est en train de grandir. On a vu ce qui s'est passé dans certains pays avec la génération Z. On ne sait pas prévoir ce qui va arriver. On ne sait pas prévoir les réactions. Et on a besoin de RP, on a besoin d'éduquer même ceux qui doivent communiquer, ceux qui doivent gérer des situations assez compliquées sur comment ces générations fonctionnent et comment il faut changer les manières de faire. Alors, moi, j'avais envie de parler des crises qu'on observe. Crises politiques, crises économiques, qui ont des soulèvements publics énormes. Ça change beaucoup de choses. C'est des grands changements qui s'opèrent, que ce soit dans l'Ouest, au niveau de l'Afrique, que ce soit dans l'Est, et ça donc qu'on a vu des choses, que ce soit dans le centre, il y a des choses qui se passent. Toba, dis-nous, comment l'RP gère les crises? Bon, déjà pour compléter, apporter un peu de complément à ce que vient de dire Olga sur la question que tu nous as posée tout à l'heure. Je crois que les institutions comme on les appelle les institutions de Bretton Woods, de façon générale, la Banque mondiale, le FMI, c'est des organisations qui ont anticipé sur beaucoup de ces questions pour savoir comment gérer ce genre de situation. Parce que si vous regardez un peu, pour ceux qui ont eu à traiter des appels d'offres de ces institutions, qui s'adressent en général à nos structures locales ici, soit dans le cadre d'une privatisation, soit dans le cadre d'une construction d'une route ou d'une zone franche, comme elle a dit tout à l'heure, et qui,
entraîne naturellement, dans l'un des cas, par exemple, des plans sociaux où on doit se délester d'un certain nombre d'employés parce que l'entreprise ne marche pas bien, ou bien qu'on doit faire déplacer des populations parce que telle route ou telle infrastructure, tel aéroport va occuper l'espace qui était occupé déjà par les populations. Le premier livrable que ces institutions vous demandent, c'est la cartographie des parties prenantes. Ça, c'est le premier livrable qu'on vous demande. Et parce que c'est important que vous soyez capable de leur dire quelles sont les parties prenantes, les stakeholders qui sont vraiment impliqués ou qui seront engagés de près ou de loin, directement ou indirectement, dans la mise en œuvre ou bien la réussite de ce projet. La cartographie des parties prenantes ne vous permet pas simplement de dire ceux qui sont pour le projet, mais c'est d'identifier tout acteur qui peut être touché de près ou de loin par ce projet, par ce genre de projet. Et aujourd'hui, avec l'IA, ce qui est intéressant, et comme nous l'avons aussi bien dit, avec un peu plus d'authenticité, avec un peu plus d'humain, les intrants que nous pourrons donner aujourd'hui à l'IA pour nous aider à faire cette cartographie doit nous ramener beaucoup plus d'éléments qu'avant. Ça nous permet de savoir quels sont les degrés de réactivité de telle partie prenante vis-à-vis d'un projet. Et ça, justement, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est intelligence artificielle, permettent d'affiner le profiling, si je peux le dire ainsi, le profil de nos parties prenantes, pour savoir quels sont leurs degrés, ou bien quel est leur degré de réactivité, que cette réactivité soit positive ou négative, ou bien mitigée. Et avec ce que nous avons aujourd'hui sous la main en termes d'intelligence artificielle et d'informations que ces outils possèdent, ça ne peut que nous amener à affiner davantage le profil de ces parties prenantes pour pouvoir répondre et trouver surtout, comme l'a dit tout à l'heure, la stratégie d'engagement vis-à-vis d'un projet X ou Y. Donc ça, c'est un élément assez important. Donc, avant tout, je dirais d'abord de la transparence et de l'authenticité. C'est important. Or, la transparence et l'authenticité ne sont pas le fait des machines. La transparence et l'authenticité doivent être d'abord le fait de l'être. C'est nous. C'est nous qui introduisons ça pour obtenir le retour en plus. Donc, c'est assez important à souligner. Je donne un exemple où, dans le cas du Sénégal, par exemple, il y a de cela quelques années, lorsqu'on devait travailler sur le rapide transfert, le BRT. Le BRT qui a vu le jour tout récemment simplement parce que mais le travail qui a été fait depuis le début, c'est un travail énorme parce que ça concernait beaucoup de populations qu'on devait déguerpir. Et à l'époque, l'IA n'était pas aussi à la mode en tant que telle. On passait par tout ce qui est focus group, rencontrer les parties prenantes, identifier et savoir ce qu'ils en pensaient. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être écourté en termes de process et de stratégie, parce qu'avec l'IA, on peut même aller à la rencontre de ces parties prenantes déjà avec des éléments assez importants qui nous permettent d'orienter et de savoir ce qu'on peut leur poser comme question pour avoir des réponses. Voilà. Tu as bien dit avec quelque chose d'important. Quoi, par exemple? On peut aller vers les populations avec quelque chose d'important pour savoir quelles questions les poser. Quoi, par exemple? Oui, déjà savoir quel discours tenir, quel est le storytelling qu'on apporte à ces populations. C'est très important parce que tout à l'heure, on a parlé des politiciens, on a parlé des marques. Le consommateur final, que ce soit le lecteur ou le consommateur final, sait très bien ce pourquoi vous êtes venu. Mais pour que la pilule puisse passer, entre guillemets, pour que votre message puisse passer malgré qu'il y ait cette disposition d'avant-gardisme, de réaction ou bien d'anticipation sur ce que vous êtes venu chercher, il faut travailler sur le storytelling. Et ce storytelling, justement, ne peut être nourri qu'à travers les données, les informations, le profil que ces outils que nous avons aujourd'hui peuvent vous donner avant d'aller sur le terrain. Et ça conditionne naturellement votre discours, ça conditionne votre message, ça conditionne votre posture.
Aujourd'hui, les créatifs dans nos agences sont capables, à travers les outils de l'IA, de générer des visuels qui ne sont pas forcément beaux. Parce qu'aujourd'hui, on a fini par comprendre que la publicité, par exemple, n'est pas le fait de vendre du beau. Ça n'a absolument rien à voir. On vend un message à une cible. Si entre-temps, le message et le visuel sont jolis, c'est tant mieux. Mais on ne sont pas venus pour vendre du beau, forcément, et tout de suite. Mais, donc, tous ces éléments, ce cadrage, ce calibrage, l'IA nous permet aujourd'hui de pouvoir y arriver un peu plus vite. Super. Donc, je vais partir chez Léger. Il voulait même prendre la parole. Léger, je vais juste circoncire la question pour que tu puisses bondir. C'est justement sur le storytelling, l'innovation, la créativité dans les campagnes et les campagnes de relations publiques. Donc, pour moi, Je j'ai une voulais juste question pour toi. Quelles rebondir sont... avant, je voulais juste rebondir avant pour clôturer le point sur comment, enfin, sur tout ce qui est crise Crise. éco. D'accord. Je voulais juste clôturer dessus pour donner quelques recommandations. Alors, pour tout ce qui est crise, c'est bien de faire des veilles. Donc, il y a aujourd'hui des possibilités d'avoir des veilles hebdomadaires, mensuelles, et qu'on pourrait cadrer. Enfin, si quelqu'un aujourd'hui veut avoir une veille sur une zone ou un pays précis, il y a la capacité de faire justement de la veille avec divers outils. Et les cabinets justement de relations publiques ont la capacité de pouvoir produire des notes stratégiques sur l'impact que des événements peuvent avoir sur des entreprises. D'accord? Donc, si je prends aujourd'hui, par exemple, il y a eu des élections en Afrique du Sud le mois dernier. Donc, par exemple, on a généré un rapport pour nos clients sur place pour savoir quel est l'impact, en fait, des résultats, quel que soit quel que soit le résultat, quel serait l'impact qu'ils pourraient avoir sur leur business. Donc, à l'approche de grands momentum, comme là, on sait que sur la Côte d'Ivoire, il y aura des élections bientôt, ou au Rwanda, par exemple, où ça vient de se passer, on a la capacité les cabinets ont la capacité de produire des notes stratégiques qui permettront de pouvoir anticiper et de pouvoir dire aux entreprises, voilà ce qui peut se passer. Et ça, c'est pareil sur tout ce qui est sur les réglementations, sur la crise en Ukraine, sachant que ça a des répercussions sur l'Afrique. On a la capacité, donc les cabinets ont les capacités pour pouvoir anticiper sur vous dire, voilà ce qui pourrait se passer en Afrique, voilà comment ça va vous impacter. Donc, il y a les cabinets qui produisent des veilles et des notes stratégiques qui permettent de pouvoir anticiper justement sur tout ce qui est mouvement et mutation politique ou socio-économique. Juste pour clôturer avant que tu passes à la Merci, personne. merci. Très bonne clôture. Je crois que nous devons venir vers toi parce que nos entreprises ont besoin de savoir plus comment anticiper ces genres de crises-là. Donc, Léger, je reviens vers toi. Bon, la question, c'est quelles sont les tendances émergentes en termes de storytelling et de création de contenu, de campagne, de relations publiques? On va accentuer un peu sur le storytelling. Alors, il y a beaucoup de tendances, on va dire, mais moi, je reste toujours, allez, l'humain, en vrai, on va dire, il change, mais sans vraiment changer parce qu'il y a un sous-bassement qui reste le même, on va dire. C'est que l'humain veut quelque chose, entendre, entre guillemets, ce qui le plaît. Ce qui lui plaît, ce qui le projette vers l'avenir, ce qui peut lui donner encore de l'ambition ou du désir vers quelque chose. Et le storytelling, pour moi, est quelque chose de très capital aujourd'hui que les entreprises devraient, et même les politiques, hein, nous avons vu avec Yes We Can, de Barack Obama, toutes ces grandes histoires qui sont racontées au travers le monde. Mais pour moi, il faut retenir des points clés. Le premier, c'est l'authenticité et la transparence. C'est-à-dire que lorsque l'on veut s'engager dans une orientation de storytelling, il faudrait être authentique et transparent. Moi, je donne l'exemple, on avait dans nos études chez Canal constaté voilà, qu'on commençait un peu
à être juste dans le mood de produire des films, produire ceci, et ça devenait un peu et en plus, vous êtes en train de voir que les droits sportifs sont en train de prendre un virage à 90 degrés parce que tous les coûts sont en train d'être multipliés par 5. Et donc, il fallait écrire un nouveau narratif. Et ce nouveau narratif, nous l'avons trouvé, par exemple, autour d'une histoire qui était Chaque jour ensemble, qui était une campagne qu'on a lancée sur l'ensemble de l'Afrique et qui a remporté d'ailleurs des prix dans certains. C'était important de nous de dire, mais en fait, le sport, ou précisément parce que les gens sont très footeux, précisément le foot, c'est le week-end. Mais qu'est-ce qui se passe le lundi pour la famille? Qu'est-ce qui se passe le mardi pour la famille? Qu'est-ce qui se passe le mercredi? Et donc là, on a raconté en fait une histoire autour de ça, comment le lundi à 11h45, et on a même créé des panneaux et des trucs qui racontaient vraiment un autre narratif par rapport à ce qui pouvait être implémenté dans l'esprit des gens. Moi, je suis arrivé ici, par exemple, pour donner un exemple, on n'avait pas de droit pour l'euro. Et alors, tous les journalistes en conférence de presse, parce qu'on lançait en même temps un autre programme, sont tombés sur moi comme ça. Je parlais d'autres choses et tout de suite, ils ont mis à me dire, mais ça, on n'a pas. Il fallait que je trouve une histoire positive, comme on racontait tout à l'heure, à leur dire. Et ce que j'ai raconté, c'était authentique et c'était transparent et vrai. J'ai dit, certes, nous n'avons pas les droits parce que nous avons décidé de ne pas acquérir à des prix exorbitants. En revanche, ces financements que nous n'avons pas mis d'un côté, on le remet par exemple sur la promotion des films locaux, dans la production des acteurs locaux. Et là, j'ai vu que tous les journalistes qui étaient très remontés sont devenus plus calmes. Et c'est pas vrai parce que c'est pas faux parce que tout de suite après, on a lancé une saison d'une série locale en Kinyarwanda. Ouais. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à raconter l'histoire de manière. Je me retrouve sur un plateau de télé Congo à l'époque, une journaliste qui sort complètement de sa feuille de route et qui me pose par exemple une question. Elle me dit, ah oui, mais on m'a dit que les novellas, ça abrutit les dames et tout ça. Ouais, je me retrouve un peu coincé. Là, il faut raconter une histoire. Ouais, et ça, c'est aussi la capacité, évidemment, du communicant de pouvoir trouver des portes de sortie. Et ça se travaille, bien sûr, en connaissant son produit, mais en étant transparent et réel. C'est aussi ben, avoir un personnage et un narratif engageant. Et je lui ai simplement dit, Madame, est-ce que vous avez chez vous un couteau? Elle me dit, mais bien sûr que j'ai un couteau dans ma cuisine. Est-ce que vous savez que le couteau, il peut vous permettre de couper votre viande? Elle me dit, bien sûr, je le sais. Je lui dis, mais vous savez aussi que le même couteau peut blesser votre enfant. Est-ce que vous l'avez jeté? Tout est dans quelle direction vous vous positionnez lorsque vous suivez un contenu. Et donc là, c'est vraiment des choses très importantes. L'authenticité, le personnage et le narratif engageant, le message qui soit central et clair, mais aussi l'émotion et l'empathie. Comment est-ce qu'on transmet les émotions au travers de ce que l'on raconte? Ça, c'est des choses pour moi qui sont hyper, hyper fondamentales lorsqu'on s'engage dans le storytelling. Et bien sûr, tous les moyens qu'on a déjà cités sont possibles pour pouvoir embarquer comme ça les gens. Ça peut être par des podcasts, ça peut être par des courriers, des nouvelles, des notes. Et toutes ces choses, il faut savoir raconter toute cette histoire autour. Donc, je suis très content que tu atteignes ce point de storytelling parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout aisé. Parce que raconter une histoire, tout le monde peut la faire, mais raconter la bonne histoire avec une authenticité, comme le disait aussi Olga, il faut avoir une preuve. Quand tu racontes une histoire, il faut que derrière, tu aies des preuves qui démontrent que ton histoire est authentique et sincère. Ça, c'est voilà, ce que je pouvais dire sur la question. Merci beaucoup. On a fait le tour de table. Je pense que je peux résumer en ces thèmes. On a parlé de storytelling, on vient d'atterrir dessus, mais ça regroupe à la fois l'engagement, la transparence, l'éthique, la responsabilité sociétale, tous ces éléments-là qui sont essentiels. On a vu des histoires qui ont été racontées dans certains pays par des gouvernants, les populations ont crié, les populations n'étaient pas du tout d'accord, ça ne semblait pas du tout vrai. Ça se passe dans nos pays, des histoires qui ont remonté, qui n'ont pas apaisé, des États plutôt des histoires qui ne sont pas, comme tu as dit, à la base vraies, qui pourraient être vraies,
et qui pourrait, avec cette transparence, régler beaucoup de crises. Merci pour vos apports. Je ne dirais pas que c'est fini parce que vous aurez des questions, pas que de moi, et pas aussi que des questions, mais des interventions d'autres experts qui sont présents certainement dans le public qui nous regarde. Je vais juste demander si quelqu'un a une question, la personne pourra juste lever la main, cliquez juste sur l'icône de la main et nous lui donnerons la parole pour intervenir. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc, je vois déjà Sylvanus Akanho, à qui je vais permettre de parler. Salut Sylvanus. Donc, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je Bonsoir. ne sais pas si ma voix se fait. Ok, c'est bon. Alors, déjà, je voudrais vous remercier à chacun d'entre vous, en tout cas, voilà, vous adresser un remerciement vibrant pour ce magnifique panel que vous venez de tenir. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis dans les relations publiques et ma question s'adresse principalement donc à, j'ai envie de dire à Monsieur Toba. À Monsieur Doba et éventuellement après à Madame euh, Olga, si je ne me trompe. Alors, c'est par rapport justement au narratif qu'il faut fournir généralement en communication de crise. Quand vous assurez, par exemple, la communication ou les relations publiques pour une personnalité publique et que au bout d'un moment, il y a peut-être une mauvaise rumeur, ou parfois ce n'est même pas une rumeur, c'est une vérité. Disons par exemple qu'il y a une vidéo qui fuite et donc la personnalité a son image qui est écorchée, qui est salie. Dans des cas de figure comme ça, quelle est la meilleure méthode ou la meilleure approche à adopter en termes de stratégie et comment est-ce qu'on fait concrètement pour redorer l'image justement de cette personnalité? Donc, c'est ça ma question. Ok. Donc, merci beaucoup Sylvanus. Donc, Toba, Olga, qui commence. Toba. Ok, je parle directement. Ok. D'abord, avant de répondre à la question, il faut vous dire une chose. Euh, euh, on prend tout communicant comme un magicien. C'est ce qui est le plus répandu. On nous prend comme des magiciens qu'on peut tout faire. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est le premier élément qu'il faut souligner. Le deuxième, il faut savoir que quel que soit le bad buzz a une durée de vie. Quand il atteint son apogée, il ne peut que redescendre. Donc, il y a parfois un effort qu'il ne faut pas faire. Quand un bad buzz est parti, il est parti. Il faut l'observer jusqu'à ce qu'il arrive à l'apogée et qu'il redescende. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, pour revenir à votre question, surtout que c'est dans le cadre de la gestion de crise, je ne vais pas vous faire une stratégie toute faite, mais ce qui est sûr, il y a plusieurs méthodes. Il y a des contre-feux qu'on peut allumer. Je vous donne un exemple concret. Nous étions en pleine crise en 2017-2018 au Togo, une crise que vous avez vu passer sûrement, une vraie crise sociopolitique. Mais par anticipation, nous avions créé un site Internet qui s'appelait, je peux le dire aujourd'hui parce que tout ça a disparu, parce que quand je suis parti, qui s'appelait Togolais déchaînés. Togolais déchaînés avait comme rôle, par exemple, de publier des attaques contre nous-mêmes, mais c'est un site qui nous appartenait. C'est-à-dire, on pouvait publier un faux buzz, un faux bad buzz sur nous-mêmes qui étions, enfin, la présidence ou le gouvernement, mais c'est un site qui nous appartenait. Pourquoi on l'avait fait ainsi? Parce que quand il y avait un vrai bad buzz qui concernait le boss ou le patron ou un bad buzz beaucoup plus sérieux, nous-mêmes, on créait un faux bad buzz, mais qui était moins nuisible pour nous. Donc, on publiait ça et les médias pouvaient reprendre à tout va, quotidiennement parlant.
Sauf que ça permettait de faire oublier le bad buzz sur lequel nous étions en train de travailler. Il y a d'abord, il y a ça, mais sauf il faut être très pointueux et être sûr du bad buzz de contre-feu qu'on lance. Tout comme le buzz qu'on lance pour noyer ce bad buzz peut être du positif aussi. Ça peut être les proof points, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure l'a désigné Olga, des proof points, des choses que la personnalité a déjà faites, qui sont des choses hyper positives et qui viennent en contradiction de ce qu'on veut lui faire porter ou de ce qu'on veut lire à travers une vidéo fuitée ou pas. En tout état de cause, une gestion de crise ne se décide pas le jour de la crise. La gestion de crise, c'est un processus qui doit être mis en place bien avant, dans lequel justement vous avez tous ces outils ou tous ces process comme un site qui vous permet de réagir ou bien un groupe d'activistes ou bien de personnes qui peuvent réagir, qui peuvent pouvoir noyer la mauvaise information. Mais de façon générale, c'est qu'il faut trouver le moyen d'allumer des contre-feux et savoir que vous n'êtes pas un magicien, que quand le bad buzz est parti, vous ne pouvez pas le faire disparaître. Voilà. Olga. Écoute, je pense que Toba, Sylvanus, bonjour. Je pense que Toba a abordé en tout cas euh, une des façons de résoudre la chose qui est via des activistes, via un contre-feu. Je pense que le point le plus important qu'il a abordé et que je comptais aborder, c'est le fait de dire qu'il faut avoir des plans de crise avec différents scénarios bien avant. Donc, le plus on a le plus on a préparé sa crise, qu'on a déjà en place sa cellule de crise en cas de crise, mieux on est préparé. Mais quand la crise, en effet, arrive et qu'on n'est pas préparé, on va pas, bon, là, on peut pas en effet faire, c'est vraiment du cas par cas. Donc, dépendamment de comment ça s'est passé, dans quels médias ça a été diffusé, il y a eu des cas où, OK, on retrace la source et on peut couper à la source directement. Donc récemment, par exemple, on a eu un client ce n'était pas un bad buzz, mais qui a eu un article très négatif sur des choses complètement erronées. Donc c'était un papier dans un média de la place assez connu. Donc il y a des recours. Il y a même des recours très, très légaux, hein. Donc, si aujourd'hui, il y a un client qui estime qu'il y a des éléments qui ne sont pas factuels, qui sont faux, donc il a la possibilité d'écrire aux médias pour lui dire, voilà les points qui ne sont pas corrects, ni corrects. Et, euh, et le média qui est éthique, normalement, a l'obligation de lui accorder un autre papier. Donc, j'ai oublié le nom, Pas de pardon. réponse. Bon, c'est un autre nom que j'ai oublié. Mais Un droit en de tout cas, réponse, un droit de réponse. c'est ça. Exactement. Donc, il a obligation de lui accorder le droit de réponse. Alors, il y a des clients qui ne veulent pas le droit de réponse, qui veulent que l'article disparaisse. Parce que qui dit article, donc c'est là où on devient un peu magicien. Je vais te barrer. Donc, qui dit article en ligne, dit référencement. Donc, le référencement va impacter. Donc, du coup, il y a en effet la possibilité de négocier une suppression. On est arrivé avec certains clients et avec certains médias jusqu'au légal pour qu'ils puissent supprimer. Donc, des fois, il y a des clients à qui il faut expliquer qu'il y a des recours très, très légaux parce que très souvent, on peut avoir peur de la presse. On se dit que c'est la presse, ça va s'envenimer, on ne veut pas. Moi, je préfère négocier un retrait d'article qu'un droit de réponse parce qu'à la fin de la journée, le référencement reste. Donc, il faut pouvoir éviter le référencement du bad buzz et travailler dans... Si après, vous voyez que c'est vraiment faux, rien n'empêche d'aller au légal. Il y a eu des clients avec qui on a envoyé un avocat, carrément, et là, le média a vu que, OK, il sait qu'il a tort et il a retiré. Donc, les médias, à la fin de la journée, sont des partenaires,
mais ne sont pas les dieux tout-puissants. Il faut qu'ils restent très factuels et sur l'actualité et sur ce qu'ils disent. Et il faut que le client connaisse ses droits. Voilà. Grosso modo, c'est un Merci. peu... Oui, vas-y. Si je peux me permettre, justement pour un peu donner dans le cadre aussi des marques, hein, parce que ça arrive sur les personnalités, mais ça arrive aussi sur les marques et quasiment fréquemment, quoi. Je me souviens une fois, il y a eu, juste pour donner un exemple, une nouvelle loi qui a été votée sur le Congo-Brazzaville qui augmentait en fait les tarifs sur Canal+. Et malheureusement, le gouvernement n'a pas communiqué que c'était eux qui mettaient une taxe en place. Et donc, il y a eu l'association des consommateurs qui est montée au créneau, qui est même passée au journal de 20 heures. Et moi, je me trouvais en région, je suis le journal de 20 heures et je vois comment le président de l'association des consommateurs était en train d'attaquer la marque. Mais grave, mon DG m'appelle, il dit quoi cette histoire? C'est pas nous qui augmentons les prix, c'est une taxe, c'est tout. Donc, j'appelle le directeur de la chaîne. Et c'était en plus la chaîne nationale qui était censée connaître le texte de loi. Donc, vous imaginez, j'appelle le directeur et je lui dis, mais quand vous avez ce genre de personnes, il y a ce qu'on appelle au moins la notion des tiers. Ça veut dire que vous devez au moins nous contacter pour que nous puissions vous donner notre point de vue sur la question avant que le document ne soit traité et mis sur le journal de 20 heures en plus qui est le plus suivi parce que les audiences montent très haut à cette période. Donc, ce qu'on a fait très simplement, c'est que j'ai rappelé le gars de l'association des consommateurs. Je l'ai fait une tournée dans nos boutiques où on avait imprimé exprès de manière in extenso tout le texte de loi abordé qui avait été voté. Donc, c'était vraiment imprimé. On n'a même pas mis notre logo, même pas. J'avais complètement refusé. J'ai dit, il faut que ça reste autant brut que ça a été produit dans le journal officiel pour que les gens puissent s'en rendre compte que c'est pas nous. Vous voyez? Et donc, là, c'était dans le cas d'une marque. Nous avons pu finalement apporter la vérité. Il y a beaucoup de situations où les marques sont confrontées, mais des fois aussi, comme disait tout à l'heure, le buzz a un temps. Et donc, il faut juste, à mon sens, des fois analyser le niveau du buzz. Est-ce que c'est toujours nécessaire de communiquer? Parce que ne pas communiquer aussi est une manière de communiquer et il ne faut pas communiquer juste pour parfois envenimer la situation et la rendre encore plus complexe. Donc, dépendamment en fait de la situation et de la posture qu'un communicant peut adopter, ben, après bien sûr analyse, c'est de se dire ben, peut-être que c'est un bad buzz, peut-être allons nous focuser sur ce que nous faisons de manière très positive, donc comme je disais, allumer les contre-feux, mais aussi ne pas communiquer pour moi aussi peut-être une des manières à faire pendant. Ça peut, dans certains cas, être pris comme de la négligence de la personne, mais dans certains cas, ça peut être finalement la posture à adopter pour que finalement le bad buzz ou les mauvaises choses se tassent et finalement que tout le monde passe à autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Léger. On va demander s'il y a une autre question. J'espère que Sylvanus est satisfait. Il lève encore la main. Bon, on va quand même prendre une autre question, sinon on risque de monopoliser la parole de Sylvanus. On va prendre la question de Marie-Ange. On va revenir hein, sur... Et puis, Sylvanus pourra poser sa question dans les commentaires et les chats et nous pouvons relayer. Donc, on donne la parole à Marie-Ange Bayou. Okay. Allô? Oui. Très bien. Alors, bonsoir, cher panel. Merci pour vos différentes interventions qui ont été très enrichissantes. Alors, je suis Stéphanie Bayou. Je suis spécialiste en communication, pardon. Ce que je voulais savoir, c'est quelle attitude à tenir quand on est dans un conflit d'intérêts, dans un processus de communication de crise. Par exemple, on est intégré dans un cabinet, dans une agence de relations publiques, et on se retrouve impliqué dans une équipe qui doit gérer la communication de crise, enfin, le processus de communication de crise d'une entité qui a agi euh, et a impacté en fait une certaine communauté que nous, dans nos valeurs personnelles, on soutenait par exemple.
Je prends le cas du Congo où enfin, toute l'Afrique aujourd'hui soutient la cause du Congo qui se fait exploiter sur des matières comme le cobalt. Et on est face à une entreprise, par exemple, qui est en surexploitation de cette matière première-là. Et nous sommes partie prenante, enfin, nous sommes, pardon, membres de l'équipe qui doit traiter en fait la communication euh, 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 dans un bad buzz, enfin, mené par une telle entité. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se sentir aligné dans ses valeurs personnelles vis-à-vis de l'entreprise qu'on est censé défendre? Voilà, enfin, j'ai un peu, c'est ça ma question. Je pense que Ok. Touba trouve la question un peu lourde là. Non, non, pas lourd, mais je crois que je n'ai pas bien perçu, en fait. Je n'ai pas bien perçu le conflit d'intérêts. Alors, Ça veut dire Olga, oui. que vous êtes à la fois, vous travaillez à la fois pour, par exemple, l'image de l'entreprise qui est attaquée, en même temps qu'on vous demande de gérer la crise. Non, c'est en fait entre elle, ses valeurs personnelles qu'elle a et, OK. et le client qu'elle est censée défendre. C'est bien Ah, ça, d'accord. Marie-Ange, si j'ai bien compris. Moi aussi, c'est ça que j'ai compris. C'est Marie-Ange, ça, vous pouvez réactiver votre micro. c'est pour ça, Marie-Ange, que c'est important de savoir les boîtes dans lesquelles on va travailler dès la base. En on gros. peut savoir, on va dire qu'on est dans une période où on est dans son éveil panafricain, par exemple, et C'est on ça. défend les intérêts des communautés africaines avec notre dernière énergie, et on se retrouve à chercher de l'emploi, et on tombe sur une entreprise qui nous a tout de même séduit sur le marché de l'emploi, mais on ne connaît pas ses clients, on va dire ça comme ça. Et une fois qu'on a intégré l'entreprise, on ne connaît pas forcément aussi la réalité des clients qui sont gérés par l'entreprise jusqu'à ce que on se retrouve face à ce scandale qui éclate, par exemple. C'est-à-dire que l'entreprise a plus ou moins une image lissée durant enfin, le temps qu'on on passe dans l'agence. On travaille, certainement que, à titre personnel, on essaie de faire des recherches sur le type d'entreprise qu'on travaille. Mais on peut se retrouver avec un scandale enfin, qu'on ne s'attendait pas à gérer, enfin, qui ne rentre pas dans nos valeurs. Et là, maintenant, enfin, quelle attitude il faut tenir vis-à-vis de ses responsables ou de son agence? Est-ce qu'il faut demander un retrait enfin, du dossier ou bien enfin, de soi sur le dossier ou bien est-ce qu'il faut, enfin, Thomas, comme vous tu l'avez donnes la dit tout à l'heure, réponse en tant que manager. C'est très intéressant Moi, la moi, réponse en tant que manager. Qu'est-ce que tu dis si on vient de dire ça? Je pense pardon? que, si vous permettez, vas-y, euh, vas-y. je pense que la question qui est posée ne peut trouver une réponse que si vous n'êtes pas le manager ou bien vous n'êtes pas seul à gérer ce département ou bien ces questions. Si vous êtes la responsable communication qui est censée gérer tout ce qui est crise, etc., vous ne pouvez pas vous dessaisir d'un dossier comme ça, soit, sous le prétexte, excusez-moi, de valeurs et de principes. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai été directeur de l'information et de la communication de la présidence de la République pendant 4 bonnes années. Je peux vous assurer que ce n'est pas tout ce qui se faisait que je défendais. Moi, je suis un jeune, bon, je n'aime pas trop la démocratie, c'est vrai, mais je suis pour l'alternance au pouvoir, je suis pour le respect des droits de l'homme, etc. Mais je peux vous assurer que pendant une crise que nous avons connue, par exemple, en 2017-2018, je le dis sans trahir de secret, mais c'était une vraie crise, c'était une vraie, des vrais affrontements lors des manifestations politiques de rue. Il y avait la police, il y avait les gaz lacrymogènes, on passait parfois à tabac un certain nombre de manifestants. Bah, alors, vous êtes le directeur de l'information et de la communication. Et ça, c'est des valeurs humaines. Vous ne souhaitez pas qu'on maltraite quelqu'un, vous ne souhaitez pas qu'un militaire ou bien un policier tire sur un manifestant, vous ne souhaitez pas qu'on gaze les gens. Mais vous ne pouvez pas dire, parce que c'est comme ça, que vous ne trouverez pas les éléments de langage. Il faut aller défendre ce qu'on vous demande de défendre. Et parfois, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes obligé, vous-même, même si ce n'est pas vous qui allez,
vous devez développer les éléments de langage pour le porte-parole ou bien la personne qui va aller prendre la parole pour défendre la position du gouvernement ou bien de l'État. Donc, à un moment donné, vous allez faire contre bon cœur, mauvaise fortune et mettre entre parenthèses certain nombre de valeurs et de principes parce que pour le job pour lequel vous avez été recruté, vous êtes obligé de défendre et de gérer la crise. Ou bien vous vous délestez, vous laissez quelqu'un d'autre prendre le devant, mais ça n'empêche pas que vous êtes impliqué malgré tout. Au pire des cas, c'est que vous démissionnez, malheureusement. Voilà. Moi, si je peux donner un avis dessus, hein, pour moi, c'est vraiment, il y a deux postures à adopter. Pour moi, il n'y en a pas plus. La première, c'est que vraiment, je crois en mes valeurs personnelles, je ne veux pas le faire. Et comme disait Thomas, bah, je quitte le navire, je dépose tout, je dis, bah, moi, ça ne me convient pas. Je ne pensais pas que je devrais aller aussi loin, je démissionne. Ou soit, deuxième posture, c'est se dire, OK, je décolère le fait de mon aspect personnel et le fait du professionnalisme ou du professionnel que je suis. Et j'assume donc que je suis en train d'aller sur une posture de défendre l'entreprise pour laquelle je suis employé. Et à ce moment-là, je fais les éléments de langage, je fais le job comme tout professionnel qui l'aurait fait. Alors là, c'est vraiment une décision plutôt plus personnelle, on va dire, que vraiment une décision stratégique. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire et il y a d'autres qui diront non, moi, mes valeurs, elles sont tellement intrinsèques en moi, je ne peux pas, alors je quitte le navire. Bon, moi, Badway, moi, je l'ai déjà fait quelque part. Donc. Je suis d'avis, je suis d'avis avec ce que Léger dit aussi. C'est vraiment une décision très, très personnelle. Mais idéalement, il faut pouvoir séparer le professionnel des valeurs personnelles. À part si c'est vraiment très ancré, mais le fait que vous fassiez quelque chose dans le professionnel ne veut pas dire que vous l'acceptiez. Donc, et si en effet, jusque-là, vous avez une divergence au fond intérieur, il va falloir partir de l'entreprise. Mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a des métiers, il y a forcément des métiers, le métier de relations publiques précisément, si on parle de celui-là, ce genre de dilemme arrivera d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est net et précis. Surtout, et peut-être même en entreprise aussi. Mais en cabinet, il y a parce qu'il y a plein de clients différents et que vous ne décidez pas de quel client vous allez hériter. Vous voyez, mais vous pouvez, on a des clients. Hein. Je sais, il y a des clients à qui on peut dire non. On sait que ça va détruire une réputation, mais donc vous avez toutes les options, Stéphanie, je pense. Merci pour vos différents feedbacks. Ça a été suffisamment clair. Merci. Merci Et beaucoup, puis après, Marie-Ange. que vous avez dit, madame, selon, enfin, vous dites à un moment, il faudrait aussi pouvoir choisir le type d'entreprise dans laquelle on a envie de travailler. Donc, par exemple, quand on est dans une entreprise mère, maintenant, quand on est dans un cabinet, c'est beaucoup plus différent. Maintenant, après, c'est une question de choix, de savoir si on veut être aligné professionnellement avec nos valeurs ou pas. Enfin, c'est assez compliqué quand même, Et je au-delà trouve. de laquelle on travaille, c'est dirigeants. Il faut pouvoir connaître les dirigeants avec qui vous allez travailler, quel est leur mindset, comment ils réfléchissent. Je pense que c'est important dans la prise de décision des entreprises et surtout quand vous arrivez à des postes de manager où vous avez quand même la latitude, la possibilité de choisir. Allez quand même vers des gens qui vous inspirent, où vous savez que vous partagez les mêmes valeurs. Donc, ça peut éviter en tout cas tamiser le risque. Super. Donc, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? S'il n'y a pas de dernière question, on va prendre la dernière question de Sylvanus Akan. Allez-y, Sylvanus. Votre micro, voilà. Alors, voilà, je voudrais à nouveau vous remercier parce que je trouve ce panel tellement intéressant que je ne pourrais pas m'empêcher de poser des questions. Et si cela ne tenait qu'à moi, je pense qu'on irait jusqu'à 21 h.
Mais bon, il faudrait que les gens retournent à leur quotidien. Alors, j'ai trouvé les apports super, super intéressants. Et avant de poser ma question, je serais mais vraiment très ravi de pouvoir discuter en DM avec vous autres, en tout cas tout le monde, pour apprendre davantage de toute cette expérience que vous nous servez ce soir. Alors, ma question rejoint un tout petit peu, euh, je veux dire, la dame qui a posé la question, qui a précédé, quand elle parlait justement de valeur. Alors, quand, s'il arrive justement que vous êtes, vous êtes à la charge donc de la gestion des relations publiques d'une personnalité publique, je vais encore m'attarder là-dessus, et que il se trouve que euh, il y ait effectivement un bad, enfin, je veux dire un buzz, mais ce n'est pas un bad buzz que les gens ont créé. Je vais prendre un exemple précis. On se rappelle tous au Togo de ce préfet, un préfet qui a eu une vidéo à caractère sexuel qui a donc euh, inondé la toile. Et il se trouve que c'est une information qui soit avérée. On voit clairement son visage. Donc, on ne peut pas trouver des stratagèmes qui voudraient dire, qui voudraient que, voilà, c'est son jumeau. On ne peut pas mentir, en fait. Dans des cas de figure comme ça, où l'information, la vidéo est là, la vidéo ne peut pas être retirée parce que ce qui fasse sur Internet, automatiquement, ça reste, même si il y a forcément des gens qui téléchargent, qui ramènent, ainsi de suite. Dans des cas de figure comme ça, de façon plus précise, euh, comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que je sais ça que M. Toba l'avait déjà dit, il est communicant, ne sont pas des magiciens, mais comment ou quelle est la méthode la mieux adaptée pour sortir de ce schéma-là, pour arriver justement à redorer le blason du monsieur? Certains parleraient donc du silence, qui aussi est une forme de communication, mais selon vous, s'il arrivait que c'est à vous qui gérez ce cas de figure, qu'est-ce que vous auriez fait concrètement pour pallier à la situation? La vidéo est là, le monsieur reconnaît qu'effectivement c'est lui, maintenant il va falloir trouver un moyen, que ce soit un ministre, que ce soit tel ou tel une personnalité, mais il va falloir maintenant trouver un moyen, ou parfois même un appel téléphonique qui a chuté et qui dit des choses qui ne sont pas tout à fait, euh, 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 je veux dire, catholiques, en griffe. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour redorer le blason justement à cette personnalité-là? Merci en Je tout vais cas d'abord, aussi. avant de répondre à la question, je vais demander aux panélistes de me répondre à moi. Est-ce qu'on est obligé de redorer tous les blasons? À un moment ou à un autre, selon les ambitions de tout un chacun, oui. Je pense que oui. Après, Donc, ça peut être le but, mais c'est pas toujours aisé. Donc, Non, et après, là, pour le coup, je veux dire, déjà, Sylvanus, pour information, de nos jours, il n'y a aucune vidéo peut être forcément vraie parce qu'on a l'IA. Et l'IA reproduit tout. Donc, déjà, on peut mettre des... Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'à un moment, le coup est parti et sur ce genre de fait, il faut laisser couler, laisser le référencement et revenir après avec, je reviens sur les proof points, des éléments de succès pour pouvoir faire descendre tout ce qui est référencement. Parce que bon, on a des problèmes de référencement sur les deux ou les trois premières pages Google. Donc, pouvoir revenir après avec une stratégie RP pour justement pouvoir faire descendre tout ce mauvais référencement. Mais à l'instant T, plus on va essayer de se défendre, plus la nouvelle va rester dans le fil d'actualité. Donc, comme les jeux aussi a dit tout à l'heure, des fois, ce n'est pas nécessaire de communiquer parce que ça va amplifier la chose, qui est toutefois véridique. On laisse couler et on revient après avec un plan qui va justement pouvoir résorber et faire oublier Euh, entre guillemets. si je peux me le permettre, qu'est-ce que vous pensez de l'autodérision? Parce que j'ai suivi ça récemment comment il s'appelle, Jordan Bardella, où dans ses vidéos, il répétait souvent ce bout de phrase qui disait que j'ai faim. En fait, il y avait le bout de phrase j'ai faim avant ces plateaux télé, avant.
Voilà. Donc, j'ai faim, j'ai faim. Donc, il y avait ce bout de phrase qui revenait constamment. Et au bout d'un moment, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas s'il faisait exprès ou pas, mais dans les commentaires, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de personnes, justement, qui se moquaient de ce bout de phrase. Donc, à chaque fois, quand il dit j'ai faim, voilà, son équipe lui fournit quelque chose à manger et tout ça. Mais au final, la question que je me pose, c'est est-ce que cela faisait partie donc de, de, de sa stratégie ou est-ce que, voilà, bah, après, il a fait une vidéo, justement, et là, j'ai compris peut-être que c'est une façon aussi de dire qu'il a fait peut-être d'un renouveau, il a fait aussi pour peut-être caricaturer un peu ce qu'il pense de la gestion du pays, et ainsi de suite. Euh, euh, mais allez-y, dites-moi en plus, s'il vous plaît. Ton Toba, micro, ton- Donc, Toba, Oui. Bon, ce que je voulais dire, mes collègues panélistes l'ont déjà suffisamment exprimé. D'abord, nous ne sommes pas sur des marchés assez pointus pour ce genre de bad buzz où il faut chercher à savoir comment réagir ou pas. Je ne dénigre pas nos marchés, mais je prends si c'est le... Vous avez parlé d'un préfet au Togo, je connais bien l'histoire. Ça aurait été, par exemple, en Occident ou en Europe, sur des territoires beaucoup plus amènes sur des questions de bad buzz ou de sexe ou d'adultère, si on peut le dire ainsi, et qui concernent une personnalité politique qui, naturellement, a sûrement son avenir ou une carrière à protéger, le traitement ne serait pas le même. Le traitement ne serait pas le même. Et la question qu'il faut se poser d'abord, on veut résoudre la crise par rapport à qui? Est-ce que le préfet veut que vous gérez la crise pour son image? Il veut redorer son image à lui, mais par rapport à qui? Par rapport à sa femme, par rapport à sa famille, ses enfants, par rapport aux autorités politiques. Et quand on aura répondu à toutes ces questions, on saura c'est quoi l'objectif à la fin. Est-ce il veut pas perdre son poste de préfet? Est-ce qu'il ne veut pas que sa femme le quitte? Est-ce qu'il veut que son image ne soit pas trop écornée par rapport à la carrière qu'il s'apprête à avoir en politique? C'est pour ça que je parle des territoires sur lesquels nous sommes. Si c'est par rapport aux autorités politiques, il veut garder son poste, il sait très bien que la décision finale le revenant. Parce que le fait même de reconnaître, parce on nous apprend en gestion de crise qu'il faut dire la vérité, quoi qu'il en coûte. C'est l'un des éléments, l'un des principes de base, je le mets entre guillemets, de la gestion de crise. Il faut dire la vérité. Bon, maintenant, on on peut met même discourir guillemets. après, on peut discourir autour, mais c'est un des principes fondamentaux de la gestion de crise. Il faut être transparent et dire la vérité. Est-ce que ce préfet est prêt à faire, puisqu'on a dit qu'on le reconnaît très clairement, il ne peut même pas nier, est-ce qu'il est peut-être prêt à faire une vidéo pour dire, je reconnais, j'ai commis une erreur, etc. Je demande pardon à ma femme. C'est pourquoi je dis, il s'adresse à qui? C'est quoi sa cible? C'est pour préserver son couple, préserver l'unité de sa famille. Si c'est le cas, on trouvera aussi des solutions, sans forcément présager que ça va forcément résoudre son problème ou pas. Est-ce que c'est par rapport aux autorités politiques pour garder son poste de préfet? Ça aussi, c'est notre affaire. Si c'est pour trouver le moyen de rencontrer son supérieur hiérarchique, le ministre par exemple de tutelle, pour lui dire effectivement, tonton, j'ai commis une gaffe, voilà, mais désolé. C'est-à-dire que pour trouver une approche de relations publiques et également de rencontre avec une autorité publique supérieure, pourquoi pas? Mais il faut d'abord répondre à la question, c'est quoi l'objectif qu'il veut en voulant qu'on résolve cette crise d'image? Voilà. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions des panélistes, je dirais merci aux panélistes et aussi merci à tous ceux-là qui sont, tous les leaders qui sont connectés. Merci pour les questions qui ont été posées, qui ont apporté un plus à chacun de nous. Je demanderai à tous ceux-là qui ne sont pas encore membres du club marketing, s'ils sont intéressés à être membres, à rejoindre un club de leur pays. Vous pouvez me contacter ou bien écrire par les mêmes canaux où vous avez eu l'information par rapport à ce webinaire.
pour que nous puissions vous intégrer au club. On a beaucoup de discussions dans le club, okay, surtout dans les pays comme la Côte d'Ivoire, où on a beaucoup de discussions. On a pensé qu'il serait bien qu'on commence à les faire aussi sur un webinaire. Donc, il peut arriver que beaucoup de monde ne soient pas avertis sur 1 semaine, 2 semaines à l'avance, mais quand les sujets tombent un peu comme ce qu'on a comme journée qui était quelque chose qu'il fallait marquer, nous pourrions être amenés à l'organiser. Et c'est là que je vais vraiment remercier les leaders qui ont promptement répondu, alors qu'ils n'étaient pas très préparés. Et c'est là la réalité des leaders. Ils sont dans le quotidien. Leur quotidien, c'est ce qu'ils gèrent. Et si le thème correspond à leur quotidien, je pense qu'on peut les réveiller et un matin pour dire, voilà, il y a débat, il faut qu'ils parlent. Donc, on va juste essayer de structurer un peu et je crois que les cas vont sortir naturellement parce que c'est leur vie, c'est leur réalité. Je veux dire merci d'avoir répondu à notre appel, de vos engagements, les pays que vous n'êtes pas avec vos familles actuellement, vous êtes hors de vos pays, vous avez des contraintes diverses, mais vous avez quand même tenu à participer, à partager. Je suis sûr que beaucoup comme moi ont appris beaucoup. Okay, c'est des choses qu'on aurait pu enseigner dans le programme PMC à vie+. On a des modules on a un module sur la gestion de la crise de communication dans le programme de certification PMC par AVI+. On a d'autres éléments sur la communication publicitaire. On a le brand management, donc qui va parler de tout ce qui est réputation de marque et personnalité. On a plein de choses, 15 modules qui peuvent encore s'étendre à plus et qui embarquent déjà pas mal de personnes qui sont même présentes dans le public actuellement qui nous regarde. Donc, je dirais merci à ces leaders qui ont partagé. Je vais vous donner un dernier mot à chacun et puis on va conclure. Dernier mot de Olga. Écoute, merci. C'était très, très intéressant d'avoir fait la connaissance de Léger, de Toba. Les sujets, les thématiques étaient passionnantes. Ce que je trouve toujours dommage, c'est qu'en effet, il n'y a pas de cursus de relations publiques qui soit contextualisé à Afrique, malheureusement. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage sur des webinaires comme ça, en échangeant avec d'autres professionnels. Donc, ce serait bien qu'il y ait de plus en plus déjà même des circuits de formation RP spécialisés Afrique pour vraiment que des pratiques soient beaucoup plus vulgarisées et mieux partagées et qu'il y ait de plus en plus de plateformes de partage, de stratégies, de connexion, de communication, de crise. Je vois que ça intéresse beaucoup de éthique vs RP. Donc, voilà pour finir mon dernier mot. Merci. Merci. Léger. Très lourd, mais qui s'appelle Léger. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a permis voilà, de revoir certaines personnes dans le groupe de ceux qui suivaient, en tout cas de faire la connaissance d'Olga et de Toba. Mais bon, AG Partner, je connais, parce que j'étais un peu celui qui le faisait souffrir parce que j'étais du côté client. C'est toujours un plaisir avec Nathalie notamment sur le Congo-Brazza, Nathalie Kaï, voilà, avec qui on a gardé de très bons rapports. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, tous. Moi, j'ai beaucoup appris parce que, effectivement, moi, j'ai plutôt été dans la gestion de RP, je vois. Et comme j'aime bien aussi tout ce côté politique, je pense que je m'approcherai beaucoup de Toba. Il me donnera encore beaucoup plus de tips. Et aussi, en tout cas, Olga, sur cette dimension un peu panafricaine des choses. Je pense qu'on a beaucoup à échanger, à se dire dessus. Et merci à tous ceux qui ont été là, en tout cas du début à la fin. On ne saura pas terminer ce webinaire sans en tout cas vous remercier pour votre temps aussi. Et merci encore à Odilon. Alors moi, si je devrais résumer, en fait, tout ce que je pourrais dire, c'est vraiment que nous devons garder à l'esprit, c'est l'importance de l'adaptation au local contact. Comment est-ce qu'on garde cette éthique
africaine, comment est-ce qu'on garde donc le local content. La deuxième des choses que j'aimerais pour terminer, c'est comment est-ce que face à ce local content qu'on conserve et qu'on veut maintenir et garder, adapter, comme disait Olga, aux réalités africaines, comment face à cela aussi on est capable tout de même d'embrasser finalement l'innovation et aussi la gestion des données. Ça, pour moi, c'est des choses très importantes dans le concept de l'avenir des relations publiques. Si on doit vraiment perdurer, ben, c'est comment est-ce qu'on replace l'humain au centre, comment est-ce que l'on montre finalement et on garde à l'esprit l'importance et l'adaptation au local content, mais surtout comment est-ce que tout cela s'imbrique dans une capacité à embarquer l'innovation et la gestion des data. Merci beaucoup. Merci, Léger. Toba. Merci. Écoutez, moi, je remercie déjà tous ceux qui ont bien voulu participer à ce webinaire. Je vois qu'ils sont assez nombreux, c'est réconfortant et ça fait plaisir. J'ai beaucoup appris, ça il faut le reconnaître. Je ne suis pas à la base un spécialiste de l'IA. Je ne suis pas très porté sur l'IA et tout ce qui est innovation. Mais c'est vrai que ce métier de relations publiques m'amène chaque jour que Dieu fait à toucher un peu du doigt tous ces outils que l'innovation nous met à disposition. C'est pour ça que j'ai été très heureux d'écouter Léger et puis Olga. Olga, dans sa prise de parole au tout début, a défini les 3 grands axes sur lesquels son agence intervient, quelque chose qui m'intéresse très sérieusement. Donc, du coup, je crois qu'on va continuer encore les échanges, ne serait-ce que pour notre propre gouverne en termes de connaissances, qu'on pourra peut-être mettre après en œuvre vis-à-vis de nos clients, etc. J'ai beaucoup appris énormément et peut-être qu'il faudra reprogrammer une autre version du thème, toujours pour le RP, mais comme ils l'ont dit, en Afrique, pour l'instant, on est encore un peu à la traîne. Ça peut être intéressant de l'approfondir. Merci à tous. Merci à tous. Et c'est comme ça qu'on fera désormais. On a beaucoup d'autres leaders. Les 3 ne sont que une partie de la mer, de toute l'étendue d'expertise qu'on peut avoir au sein du club marketing avec plus, que ce soit au Sénégal, on a un club, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, on est au Congo, j'ai déjà parlé du Togo, donc au Sénégal déjà. On a 8 pays actuellement où on est présent. Et donc, rejoignez-nous et puis partageons le savoir, discutons et parlons de ce qui se passe dans le marché. Élevons le niveau du marketing, de la com, de toutes les disciplines qui font partie du marketing. Et très bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.